par spectroscopie, tout simplement par oscillation de l'étoile, ça peut monter la masse. Voilà. Et je vais vous présenter le cas StarX, hein. StarX comme Star Explorer, qui est un instrument qui est en fait un successeur, enfin une suite, je dirais, parce qu'il y a des suites, de l'instrument Solex. Le Solex, vous l'avez entendu parler, je pense, vous avez vu quelques exposés. Il y a pas mal d'images qui ont été publiées. Il y a près de 400 exemplaires diffusés dans le monde aujourd'hui, partout dans le monde, hein, Indonésie, Japon, etc. Valérie a fait au début des RCE une présentation sur cet instrument. On fait de belles images solaires. Et donc je vais vous montrer maintenant c'est comment on transforme finalement cet instrument en un instrument donc très populaire, facile à utiliser, en un spectrographe qui lui-même est assez facile à utiliser. D'abord par le fait que la conversion entre les deux est assez facile. On voit ici le StarX, le Solex, pardon, je vais y arriver là, Solex, Solar Explorer, donc, et puis ici la version étoile, donc le StarX. On voit quelques variations, mais enfin la forme reste très très similaire, il n'y a pas beaucoup d'écart. Alors les écarts, c'est quoi en fait, les différences? Eh bien ça va être des éléments qu'on va rajouter quand même, qui vont avoir quelques conséquences évidemment sur ce qu'on veut faire, par rapport à ce qu'on veut faire. Par exemple ici un système de guidage, qui va vous permettre de positionner une étoile, un objet faible, donc qui n'est pas le Soleil, mais qui est un autre Soleil, ce sont toutes les étoiles du ciel bien sûr, et qu'on va mettre devant une fente qui est la porte d'entrée du spectrographe, une fente étroite, et qui va vous permettre effectivement de faire l'analyse de ce qui va passer par cette fente. Et donc il y a un petit cube ici qu'on fabrique en 3D assez facilement, avec un petit kit supplémentaire si vous avez déjà un Solex, et puis c'est fourni directement si vous voulez carrément fabriquer directement un StarX auprès de Cheliac par exemple, notamment qui est sur le site ici. Il faut ajouter malheureusement un élément supplémentaire qui a un coût. C'est une caméra qui va vous permettre de faire du guidage sur la fente, pointer aussi les étoiles que vous allez vouloir faire. Donc il faut rajouter une petite caméra, alors une caméra non refroidie. Vous savez, les caméras qu'on utilise pour le planétaire sera un très bon choix, une caméra non refroidie, qui ne coûte pas extrêmement cher, qui sont aujourd'hui très largement diffusées. Et puis il va falloir ajouter des éléments ici, toujours un peu à l'avant du spectrographe, justement des fentes, ou une fente, mais plus large que celle qu'on utilise pour le Soleil. Pour le Soleil, on a une fente de 10 microns de large, c'est pas très large, hein. C'est très fin, parce qu'on veut une haute résolution spatiale, détailler le Soleil si vous voulez. Là, on va vouloir plutôt capter du flux. Il va falloir que l'étoile, quand même, il y ait suffisamment d'énergie qui passe à travers la fente. Et donc, on a ici différents types de fentes qui sont d'origine Cheliac. On a utilisé plutôt celle-ci, qui est une fente intéressante parce qu'il y a 4 positions. On peut la tourner de 90 degrés. Et suivant la position, vous allez avoir 15 microns, 19 microns, 23 microns, 35 microns de large. Et donc, ça permet de sélectionner soit la résolution spectrale, soit vous adaptez en fait au télescope que vous utilisez, un gros, un petit. Bon, je n'entrerai pas trop dans les détails de ça, mais le choix est dicté un peu par cette histoire de télescope et de résolution. Là c'est pareil, cette fente en fait elle est disponible auprès de Cheliac Instruments et donc fait partie du kit StarX. Et puis pour finir, il faut ajouter une caméra refroidie ici. Alors si possible refroidie, la question est souvent posée, est-ce qu'il faut vraiment une caméra refroidie pour faire des étoiles? La réponse est un peu mitigée en fait. Quand on débute et qu'on veut vraiment débuter, on peut très bien travailler avec une caméra non refroidie, un peu dans ce genre-là. Mais évidemment, si on veut faire des poses très très longues, allez, typiquement en spectrographie, on pose un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes. C'est d'ailleurs tout à fait le standard en photographie aujourd'hui, hein. Les gens, quand on fait de l'astrophotographie, on pose fort longtemps aussi. Alors il est vrai que le courant d'obscurité, qui est un signal parasite, s'ajoute et qu'il est un peu atténué, même très sensiblement atténué lorsqu'on refroidit. Donc c'est plutôt quand même une recommandation. Alors un spectre, c'est quoi? Ou plutôt un spectrographe, c'est quoi? Je ne vais pas faire un cours de spectrographie, et puis vous avez déjà entendu pas mal parler. Il y a eu des exposés précédemment. Mais si vous prenez une nébuleuse, par exemple ici une nébuleuse planétaire, ici, Messier 76, et bien qu'on fait le spectre de cette nébuleuse, eh bien voilà ce que ça donne. En fait, l'idée de la spectrographie, c'est simplement prendre la lumière blanche, potentiellement blanche de l'objet, une étoile, une nébuleuse ici,
et puis de la décomposer dans ses couleurs, dans ses longueurs d'onde, si vous voulez, en l'étalant sur un détecteur, comme on étale la confiture, si vous voulez, sur une biscotte. On parlera de biscotte tout à l'heure d'ailleurs. Eh bien, vous verrez qu'on peut arriver comme cela à décomposer effectivement et à comprendre quelle est la nature de la lumière qui est émise, en particulier quelles sont les couleurs vraiment émises par l'objet. Et ce qu'on voit ici, c'est les raies spectrales, ici les raies d'hydrogène, ici plutôt H-bêta, l'oxygène, etc. Donc un spectrographe, c'est simplement étaler la lumière blanche et la décomposer dans ses composantes colorées, aussi en longueur d'onde. Alors justement, voilà un spectre. Ici, vous avez un spectre, et puis encore une nébuleuse, une nébuleuse planétaire, NGC 1501. On voit ici, en fait, l'intensité qui change. Et ça, justement, c'est ça la spectrographie. Et c'est ça, un spectre, c'est simplement mesurer quelle est l'intensité du signal que l'on observe qui vient de l'objet en fonction de la longueur d'onde. C'est tout simplement ça. Alors, on peut mettre ça en image, comme ici, en couleur même. Et puis, on peut aussi faire des courbes, qui sont souvent un peu plus difficiles, un peu plus mathématiques, mais il faut comprendre quand même que la liaison entre les deux est assez intuitive. On mesure une intensité en fonction de la couleur, en fonction de la longueur d'onde ici. Alors ici, il y a deux représentations, une en noir et blanc en bas et une en couleur en haut. C'est la même chose finalement. Souvent les capteurs détectent en noir et blanc, mais il faut faire la transposition entre la couleur et évidemment l'image noir et blanc qui est fournie. Avec un peu d'habitude, on y arrive. Alors regardez ici, vous avez une image d'une autre nébuleuse ici, NGC 2392 dans les Gémeaux, une nébuleuse planétaire assez brillante. Et on a ici un trait noir qui barre l'image, vous l'avez vu déjà précédemment sans doute, et c'est justement l'image de la fente, la fameuse fente très étroite, quelques dizaines de microns de large, qui passe par la nébuleuse ici, et dont on prend la lumière. On a une tranche, si vous voulez, de la nébuleuse, et cette tranche, c'est celle qu'on analyse spectralement ici. Et chaque trait que vous voyez là, en fait, c'est une image de la fente, mais à des longueurs d'onde différentes, tout simplement. Et parce que justement, la nébuleuse émet de la lumière à cet endroit-là, on a une image de la fente ici, une autre image ici et ici. Quand on a une étoile au centre, comme ici, c'est une étoile, l'étoile centrale de la nébuleuse, et bien cette fois-ci, ce qu'on va voir, c'est un continuum de couleurs. Mais il faut imaginer que c'est vraiment des images de la fente. D'ailleurs, ça a une conséquence, c'est que si on met une fente plus étroite, évidemment, l'image sera plus étroite ici, et on va augmenter la résolution spectrale. Donc on voit bien la relation qu'il y a entre la finesse de la fente qu'on utilise, quelque part, et la finesse du spectre que l'on obtient ici. Alors pour prendre un spectre, c'est vraiment facile. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On pointe le télescope sur l'étoile, et puis derrière, on essaie de trouver l'étoile, le mieux qu'on peut, mais là, bon, c'est le b.a.-ba de l'astronomie, je dirais, d'observation. Et on essaie de pointer l'étoile et la mettre dans la fente, justement, cette fameuse fente très étroite, et justement, c'est pour ça qu'il y avait la petite caméra de guidage. Et donc, on se met dessus, ici, alors on fait un petit zoom ici. Quand l'étoile disparaît, c'est que l'image rentre dans la fente et que tout va bien, justement. C'est ça l'idée, c'est que faire disparaître l'étoile, c'est bon signe parce que ça rentre dans l'instrument et l'analyse de la lumière va pouvoir se faire. Et on guide après derrière, on guide, on pose et c'est fini, en fait. Et donc, c'est vraiment très, très, très simple. Je dirais même que c'est plus simple que faire de la photographie parce que, quelque part en photographie, s'il y a un problème de bouger pendant la pose, un coup de vent, vous mettez le coup de pied dans la monture, vous ruinez votre image photographique. Il faut aussi avoir des bonnes montures aussi par ailleurs pour faire des belles photos avec un bon suivi, etc. Là, on est beaucoup plus tolérant en spectro parce que si l'étoile sort de la fente, il n'y a plus de lumière qui rentre dans le spectrographe, mais finalement, c'est une perte de lumière uniquement, mais l'information spectrale est toujours là, celle qui était acquise avant et celle qui va être acquise après avoir remis l'étoile dans la fente. Donc finalement, on peut faire un peu n'importe quoi et ça fonctionne. Du coup, on peut travailler avec des petits télescopes, avec des petites montures et avec une bonne tolérance, avec un signe médiocre, etc. Donc c'est plutôt sympa. Donc retenez quand même que, contrairement à la légende, je dirais, ou ce qu'on pourrait penser au premier abord, faire de la spectro, c'est plutôt facile et même, voilà, c'est un truc qu'on pourrait presque débuter avec ça. Presque. Et alors acquérir, c'est aussi utiliser un observatoire et les observatoires. Là aussi, c'est une angoisse pour les amateurs d'astronomie et même les professionnels. Il faut se situer dans un ciel qui est propre, pas trop pollué. Vous savez que c'est un souci aujourd'hui. Et donc, voilà, on peut s'angoisser par rapport à ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en spectrographie, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais de la spectro, et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui, c'est que j'ai toujours travaillé plus ou moins en ville. Je suis un citadin, bon, voilà, pour des tas de raisons.
Et en ville, il y a beaucoup de pollution lumineuse. C'est très difficile de faire du ciel profond, de voir les étoiles faibles, les nébuleuses faibles, etc. Par contre, en spectro, on a une capacité de filtrer très efficacement la lumière, en vérité, pour des tas de raisons que je pourrais détailler, mais faites-moi confiance ici. On peut travailler en ville. La preuve, ici, vous avez une observation qui est faite simultanée entre Juan-les-Pins, par exemple, Antibes, et puis Paris est dans le 15e arrondissement, en plein milieu, et on a une efficacité aussi bonne pour l'un que pour l'autre. Et en fait, et si vous étiez à la campagne, vous obtiendrez aussi un résultat très intéressant. Donc on a ici un exemple typique d'observation un petit peu simultanée avec le même télescope dans les mêmes sites. Et là, on est ici, par exemple, tout près de la Tour Eiffel, ici, en plein Paris, avec un Célestron 11. Donc ça fonctionne. Alors, je tiens l'attention sur l'idée qu'ici, un autre aspect, c'est que les télescopes peuvent être relativement automatisés aujourd'hui et qu'on a quand même des capacités de travailler à distance. Olivier Gard vous a présenté par exemple TwoSpot avec cette idée de travailler avec des télescopes à très grande distance. C'est classique aujourd'hui, mais la nouveauté, c'est que ça peut se faire en spectrographie aussi, de manière particulièrement efficace, peut-être même plus simplement, je le rappelle. Et puis pour finir là-dessus, sachez qu'on peut aussi travailler avec des télescopes très modestes en fait, très petite taille. Regardez ici, par exemple, j'ai un exemple, c'est Guillaume Bertrand qui utilise ici une 72D Skywatcher. C'est un petit instrument très classique, c'est un doublé, une lunette compacte, on peut la prendre facilement dans une valise, qui coûte vraiment pas cher. Et avec ça, il fait des miracles, parce qu'il fait par exemple ce genre d'objets, des étoiles BE, qui sont finalement assez faibles. Il fait même ce genre de choses ici, avec des étoiles double spectroscopiques. Et on a par exemple ici une courbe qui donne la vitesse radiale. Vous savez, la vitesse radiale, c'est en gros mesurer la vitesse de l'étoile quand ça s'approche ou qu'elle s'éloigne. Et puis comme c'est un système double, elle s'approche et s'éloigne régulièrement. Et la courbe en très plein, c'est celle des professionnels. Et les points, ce sont ceux qu'a fait donc Guillaume ici, avec cette petite lunette de rien du tout qui est là. Et ce n'est pas un objet nécessairement très facile. Et puis on peut vraiment en faire des choses très très fines avec ça. Et c'est pour vous montrer qu'avec la spectro, on peut vraiment travailler avec des petits instruments. Et là, il y a un vrai paradoxe, hein. Il y a un vrai truc bizarre en fait, c'est que plus le télescope est petit, et mieux on travaille. C'est pas normal, c'est pas la logique en astronomie. En astronomie, plus c'est gros, mieux c'est quoi. Voilà, ça c'est clair, hein, voilà. Et puis si on veut voir des détails sur les planètes, etc., c'est ce qu'on va vouloir faire. Un spectro, il y a un paradoxe, et c'est contre-intuitif. Hein. C'est que le télescope, quand il est petit, en fait, on peut utiliser une fente étroite, par exemple. Vous avez vu tout à l'heure l'importance de la fente. Et donc, du coup, ça va vous permettre de réaliser de la très haute résolution spectrale. Regardez ici, il y a un chiffre, je pense qu'il doit être quelque part, mais on est sur une résolution de l'ordre de 40 000, enfin, peut-être 30 000 ici. Et ce sont des résolutions spectrales, alors c'est un chiffre, sans dimension. Mais sachez que plus ce chiffre est élevé, mieux c'est en termes de résolution, de finesse. C'est un peu comme si on disait je vais voir plus de détails sur la planète Jupiter ou sur la Lune, si vous voulez. Eh bien, quand le télescope est petit, plus le télescope est petit, plus on voit des détails. C'est paradoxal, mais c'est mathématique et mécanique. Et en parenthèse, cette résolution qu'il obtient ici, c'est celle qu'on obtient sur les gros télescopes, des VLT, les 8 mètres de diamètre qu'on a au Chili, etc. Typiquement, les professionnels travaillent avec ces résolutions-là, d'accord? Et ça peut surprendre. Mais alors, évidemment, sur 8 mètres, on a un avantage, c'est qu'on a un gros télescope, et donc on a beaucoup plus de photons, beaucoup plus de lumière qui est capturée, et donc on va voir des objets beaucoup plus faibles. Mais n'empêche que, et donc là, ça sera plus modeste, vous l'avez compris. Donc on va tout gagner, on va gagner sur tous les tableaux, on ne va pas se comparer. Enfin, on va se comparer sur la qualité des spectres. Et ça, c'est important parce que sur des objets brillants, ou relativement brillants, il y a énormément de choses à faire en spectrographie. Et finalement, quand on sait où pointer et s'associer avec des professionnels ou entre amateurs, on peut faire des sujets vraiment passionnants, qui sont très accessibles, et même des brillants, qui restent encore parfois des mystères pour les professionnels. Donc vous voyez, c'est ça l'Eldorado de la spectrographie. Petit instrument, objet relativement brillant, mais très grande efficacité et très grand plaisir d'observer. J'y viendrai à la fin. Alors sachez qu'on peut le faire pire, on peut même ne pas utiliser de télescope du tout. Et c'est ce que je montre ici. Vous voyez, je tiens l'instrument dans les mains, je pointe le ciel vers le haut, par exemple, ici, et je vais mesurer un paramètre qui est important aujourd'hui, qui intéresse les astronomes, qui intéresse même la société, je dirais, c'est la pollution en fait, et la mesure du ciel nocturne. Et donc quand on fait ça, on prend un StarX, on le pointe, on pose,
sans difficulté, on peut le tenir à la main ou mieux le poser par terre ou sur un support élémentaire, et bien à ce moment-là, vous allez obtenir des spectres du genre de ce que je vais vous montrer là. Alors, des courbes, malheureusement, mais je suis obligé d'y passer quand même. Et donc, en fait, ici, vous avez la couleur ici. Alors, pour ceux qui sont loin, c'est compliqué, mais vous avez ici 4000 Ångström, c'est le bleu, et ici, il faut imaginer, hein, ici, le rouge est ici, c'est 7000 Ångström. L'Ångström, c'est la longueur d'onde, c'est l'unité de longueur très usitée en spectrographie. Et on s'aperçoit que c'est l'intensité du ciel nocturne en fonction de la couleur, donc ici. Et on s'aperçoit que c'est pas plat, il y a des variations. Il n'y a pas d'étoiles, hein. Encore une fois, on tient le spectro comme ça, sur un pied. Et on s'aperçoit par exemple qu'il y a beaucoup de lumière dans le jaune ici. Cette partie-là, c'est la partie jaune. C'est les fameux lampadaires du sodium, vous savez, l'éclairage jaune des villes que l'on connaît bien et qui produit cette lumière-là. Eh bien, on voit aussi une remontée ici, on voit un continuum par là. Quand la Lune se couche, parce qu'ici il y avait la Lune, une grosse Lune d'ailleurs, c'est récent, hein, ça a été fait le 6 novembre, donc on est, je ne sais plus quel jour on est, mais bon, vous voyez, il y a peu de temps que ça a été fait. Et on a ici la Lune qui s'est couchée sous l'horizon, et là le spectre change, le ciel s'assombrit évidemment, mais il change de couleur aussi. Et on le voit sur la forme du spectre. Entre ici et ici, il y a une différence. On voit en particulier que c'est beaucoup plus plat, en particulier dans le bleu, il n'y a pas ce sommet, qui est en fait le spectre de la Lune qu'on observe en même temps que celui des lampadaires finalement. Et on voit en particulier ici des pics que j'ai indiqués là, O1 entre crochets. Et bien ça, ce sont des raies spectrales, comme un peu dans notre nébuleuse de tout à l'heure, mais qui viennent de la haute atmosphère terrestre, c'est-à-dire autour de 100 km d'altitude dans l'atmosphère. C'est éclairé par les rayons solaires enfin, c'est une illumination un peu naturelle, une sorte de pollution naturelle du ciel, mais très localisée en longueur d'onde. Vous savez, ces raies-là sont celles qu'on voit lorsqu'on va voir des aurores boréales. Au pôle nord, au pôle sud, on voit les couleurs magnifiques, hein, du bleu, du rouge, enfin plutôt du vert et du rouge. Et bien voilà, là vous avez les raies qui font le rouge dans les aurores. Et ici, la partie verte, ici est ici. Et en fait, quelque part, on est à Antibes-Juan-les-Pins, dans le sud de la France, on pointe le spectro et on observe presque des aurores en temps réel, quoi, si vous voulez. En tout cas, le même mécanisme en quelque sorte, un mécanisme relativement similaire, avec le même type de raie. Alors le drame, c'est un peu ce qui est écrit ici, c'est les LED. Les LED, c'est l'éclairage urbain aujourd'hui dit moderne, qui va nous polluer en vérité en injectant beaucoup de lumière dans le bleu, et ça c'est un vrai souci quand même. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais l'aurore se lève, le jour se lève, le spectre change très très vite. Il y a 10 minutes ici entre les deux, 10 minutes encore ici. Ici vous avez une petite émission qui apparaît. Là c'est le sodium qui se trouve aussi dans la très haute atmosphère terrestre et qui est illuminé par les rayons rasants du soleil. Ça fait un flash, très marrant à observer ça. Hein. Tous les matins, tous les soirs ça existe. On ne le voit pas, mais il faut un spectro, pas trop cher, et on le voit. Et puis là le jour s'est levé complètement et c'est le spectre solaire classique. Voilà. Alors tout ça pour vous dire que il y a capacité de mesurer la pollution. Alors, par exemple ici, on a les dégâts fabriqués par les LED. Hein, ici, on a cette espèce de lumière ici qui commence à polluer. Alors, ça c'était avant l'avènement des LED, de l'éclairage LED, dit économique. Et ici en bas, on a l'éclairage après les LED. Et pour moi, c'est une vraie catastrophe pour l'astronomie. Alors évidemment, on va vendre ça pour l'écologie au terme disons, de la... Il y a des LED là-dedans en plus. Mais c'est économique. Effectivement, c'est économique parce qu'il y a un rendement très fort, mais malheureusement, comme justement c'est soi-disant économique, on en met beaucoup dans les villes et on attire à l'arigot. Et c'est un vrai problème parce que pour l'astronomie, on n'a pas un spectre de raies comme avec les bonnes lampes au sodium, mais on a un spectre relativement continu ici avec beaucoup de bleu qui est assez néfaste à l'observation astronomique. Je désespère un peu de ça. J'espère que l'éclairage va être éteint à minuit ou à 10 h du soir de manière un peu systématique et que la loi va l'imposer parce qu'on est assez mal au niveau observation. Justement, ça justifie ça. Vous avez compris que Solex, Starex, c'était des trucs très modulaires et on peut imaginer un Polex, et d'ailleurs c'est le projet qui est actuellement, qui est un Pollution Explorer, qui fait exactement ce que je vous ai montré. On le met au zénith, on pointe, on se met partout en France ou dans le monde. On est dans une école, dans une université, il fait jour, il fait nuit, mais vous pouvez observer le ciel comme cela.
C'est un bel exercice pédagogique aussi pour la sensibilisation à la pollution lumineuse. C'est aussi un bon exercice pour le pouvoir public. Et voilà, il y a plein de choses à faire. On peut sensibiliser pendant les star parties. Donc un petit spectro comme ça peut aussi servir à faire du soleil, des étoiles, mais aussi à observer la nature qu'on approche de nous. Alors justement, parapluie de la nature, on peut observer ça aussi. Vous voyez, on va dire qu'est-ce que ça vient faire dans notre affaire. Alors vous voyez, c'est une pomme, c'est une pomme golden, fort jolie. Une pomme, voilà. Et en fait, je vais vous parler de la pomme parce que ça va nous amener un petit peu loin, quelque part. Vous allez comprendre. Alors d'abord, une pomme en spectrographie, c'est intéressant. Mais il y a plein de choses qui sont intéressantes dans le spectro, mais les pommes aussi, en fait. Et donc, ici, je vous montre une petite manip qu'on peut faire avec une pomme, mais avec plein d'autres choses. On prend le soleil qui éclaire un écran blanc ici, du carton plume, vous savez, les fameux cartons qui servent à dessiner, etc. Ils sont très blancs. Vous trouvez ça dans n'importe quel fournisseur de papier, etc., papeterie. Et puis vous mettez Starex derrière et vous observez le papier blanc, comme je le fais ici. Vous voyez, c'est posé sur un livre. Il n'y a pas beaucoup de technologie là derrière, hein. C'est tout simple. Hein. Et puis, vous mettez la pomme ensuite. Alors, vous faites une première acquisition d'un spectre avec ça, et vous faites un deuxième spectre en mettant la pomme, tout simplement, devant le spectrographe, comme je le montre là. Et voilà ce que ça donne. Ça donne en fait deux spectres, donc, sans la pomme, ici, l'écran tout seul, et avec la pomme ici. Voilà. Et quand on retrouve des éléments communs. C'est l'éclairage commun qu'il y a entre les deux, le spectre solaire en l'occurrence, et les raies solaires en l'occurrence, les raies du Fraunhofer. Mais on s'aperçoit qu'entre les deux, il y a quand même un écart, et on voit que la courbe est différente. Alors pour bien voir cet écart-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le rapport, la division entre le spectre B par le spectre A. Et quand on fait cette opération, qui est assez élémentaire, une mathématique assez facile quand même, eh bien on peut arriver à obtenir un spectre qui est ici, où les raies ont disparu parce qu'elles sont dans les deux en même temps, mais ce qu'on voit c'est la signature spectrale, ce qu'on appelle la signature spectrale de la pomme. Et on voit que la pomme, en fait, il n'y a pas beaucoup de bleu dans le spectre ici, il y a un peu de jaune et puis pas mal de rouge. On a compris que la pomme était effectivement jaune. Donc j'ai démontré que la pomme était jaune par la mesure. Bon, c'est pas nécessairement très, très puissant, mais quand même c'est intéressant parce qu'on a quantifié un petit peu l'opération et on a mesuré assez précisément. J'avais pris une autre pomme, évidemment, vous comprenez bien qu'on aurait eu un écart, hein, d'accord, et puis selon la maturité de la pomme, etc., on aurait des écarts. Ça peut d'ailleurs intéresser, et ça intéresse d'ailleurs les gens qui font du tri sur les éléments organiques, on va dire, par exemple ici, hein, une pomme. On peut aussi mesurer, vous en avez parlé de la biscotte tout à l'heure, mais on peut aussi mesurer une biscotte. Hein. Moi j'aime bien les biscottes Roger, alors donc je me suis dit pourquoi elles sont aussi dorées ou comment elles sont aussi dorées, et donc je me suis amusé à mesurer une biscotte, donc même manip, hein, on la met devant l'écran, enfin sans l'écran, avec la biscotte ensuite, avec l'écran, pardon, et puis on observe le rapport des deux, et on s'aperçoit que c'est quand même assez différent d'une pomme, hein, d'accord, bon, donc la signature est différente. Alors vous comprenez pourquoi on appelle ça signature, hein, c'est que c'est spécifique à l'élément qu'on mesure, hein, voilà. Et donc on voit par exemple que la pomme, notre biscotte ici, a un spectre qui monte lentement vers le rouge, et donc elle est bien dorée, quoi, j'aime bien, voilà, donc, c'est plutôt sympa, voilà. Et alors pour faire cette manip, on a un écran, du papier carton plume qui coûte 0,2 €, on a un spectro qui ne coûte pas trop cher, et puis on a un logiciel qui vous permet de traiter ça très vite, un simple clic, et on a le résultat. Voilà. Et on peut s'amuser, aller plus loin, voilà, ça va devenir plus intéressant en fait. On peut aller travailler sur des végétaux. Alors par exemple ici, vous avez l'écran, et l'écran, mais avec ici interposé en fait plutôt une plante, une feuille, et on observe cette fois-ci dans l'infrarouge. L'infrarouge, c'est intéressant, c'est là que je veux en venir en fait. C'est la partie du spectre qu'on ne voit pas à l'œil, hein, qui est plus loin que le rouge, ou infrarouge, et qui va vous permettre d'observer des radiations donc un peu particulières pour l'œil humain, où il n'est pas sensible. Et donc on s'aperçoit quand on fait le rapport des deux, déjà on voit sur les spectres bruts qu'il y a une grosse différence ici, et que alors les longueurs d'onde ne sont pas pareilles, ici c'est 6000 Angstrom, c'est le rouge, et ici c'est l'infrarouge, on est à 1 micron de longueur d'onde, hein, d'accord. On utilise ainsi un Starex, un peu modifié avec l'option infrarouge qui peut être fournie, j'en parlerai un petit peu plus, mais on voit que le rapport, et là la chose est différente, si on fait le rapport, on a une courbe comme ça. Cette courbe-là, elle est vraiment caractéristique des végétaux, hein. Les végétaux sont très sombres dans le vert, dans le jaune,
dans le bleu, et ils sont très brillants dans l'infrarouge. Il y a peut-être des gens chez vous vous peut-être pratiquez la photographie infrarouge des paysages, et vous vous apercevez que le feuillage est très brillant quand on travaille dans l'infrarouge. Eh bien, c'est ce qu'on voit ici, cette remontée-là qu'on appelle le Red Edge, qui est d'ailleurs un sujet d'étude dans le spatial, par exemple pour faire de la télédétection, c'est-à-dire repérer quels sont les végétaux qu'il y a au sol, ou pas de végétaux, etc. Donc on a une capacité très puissante. Mais vous voyez, là, ce Red Edge ici, il est très sensible à la nature du végétal. Est-ce qu'il est alimenté, ou est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il a de l'eau, quelle est la nature même du végétal lui-même. Et ça, c'est une façon de repérer à distance, si vous voulez, la nature des végétaux, par exemple. Alors, voilà, on peut faire la même chose avec la pomme, hein, on la retrouve, hein, on est dans l'infrarouge. Et voilà la signature spectrale, notre pomme dans l'infrarouge. On voit ici le spectre, ici dans le rouge, ici dans l'infrarouge, et on voit le rapport. Alors c'est plus discret, mais vous remarquez que c'est différent de la plante, bien entendu. Ah, sans problème. Et il n'y a comme pas entre mesurer une pomme et mesurer Jupiter. Alors maintenant, je vais vous parler de Jupiter, ici. Et on a un globe ici en bas. C'est la petite image qu'elle a. Ça ressemble à une pomme, hein, d'accord? Donc question, est-ce que Jupiter est une pomme, quoi? Voilà, c'est la question que je me pose, évidemment, en termes de spectrographie, quoi. Et donc on s'aperçoit que, effectivement, alors, remarquez ici, vous avez un espèce de trait, alors c'est un agrandissement de la planète Jupiter ici, c'est fait avec un petit télescope, hein, c'est un Célestron 8, hein, pour donner une idée, je crois que j'ai une image derrière qui montre la configuration, et on voit ici la fente qui fait ici une quinzaine de microns de large, qui coupe le disque de Jupiter ici, avec des bornes, on les devine, ce n'est pas une image de très haute qualité, hein. Ce n'est pas l'idée en fait, hein. Donc ce que vous voulez, c'est analyser la lumière tout simplement de l'objet. Donc on a ici l'image de la caméra de guidage avec la fente, et ce qui passe par la fente est analysé spectralement, et ça donne le spectre que vous avez ici, et c'est un spectre dans l'infrarouge, avec de l'intensité ici, beaucoup d'absorption ici, quelque chose de très sombre, on va voir, et puis d'autres raies ici qui apparaissent comme des barres. Donc ça c'est l'image de Jupiter, une section de l'image de Jupiter. Ça vous dit d'ailleurs une chose, c'est importante, c'est que la spectrographie, c'est pas que des courbes, c'est des images aussi, hein. Et ça il faut le retenir. Quand on fait de la spectro, on fait de l'imagerie en vérité, mais sur une coupe, on a pu voir effectivement avec Soleil qu'on peut faire des images successives pour reconstruire l'image complète, mais c'est toujours la même chose, ce sont des images. Et voilà le télescope, donc on est cette année, on est au mois d'août, on est à l'OHP, on est à l'Observatoire de Haute-Provence, on a une école de spectroscopie. Je vous invite à y assister, c'est absolument génial, le lieu est magnifique aussi. Les conditions de réception sont fabuleuses, et puis c'est très cool. Et on a ici une version infrarouge de StarX qui fait le spectre que je viens de vous montrer de Jupiter. Et on a ici le spectre de Jupiter. Alors c'est la même chose que la pomme, c'est-à-dire qu'on a ici en haut un spectre de l'écran. Alors non, pas d'écran parce qu'on est en pleine nuit, il ne fait pas soleil, et on ne voit que pas le soleil. Donc la référence en fait, c'est une étoile qui se trouve à côté de Jupiter, dans le ciel, mais qui ressemble au soleil, qui est le même spectre que le soleil. Il y a beaucoup de copines au soleil dans l'espace, bien sûr. On peut les choisir, elles sont cataloguées. Et donc, on va trouver cette étoile-là et on va faire un spectre. C'est notre spectre de référence, c'est notre écran blanc, si vous voulez, tout à l'heure. Là, on a visé Jupiter. Et là, on a un spectre très différent. Si on fait le rapport des deux, on a la signature spectrale de Jupiter ici qui apparaît, comme pour la pomme. Vous voyez que c'est assez différent de la pomme. Donc, Jupiter n'est pas une pomme, hein, d'accord, ça se confirme. Et en même temps, on voit des bandes très absorbées ici, qui sont liées à des matériaux qu'on ne connaît pas bien sur Terre, en tout cas de manière naturellement respirable, je dirais, c'est le méthane, l'ammoniac, qui sont les composants principaux de l'atmosphère de Jupiter. Quand aujourd'hui, avec le James Webb télescope, on veut observer des planètes bientôt et qu'on commence à les voir, on travaille dans ces bandes-là, on essaie de trouver ces signatures avec le James Webb. Alors vous avez beaucoup d'images du James Webb qui apparaissent aujourd'hui, mais sachez qu'il fait des spectres aussi, hein, et beaucoup plus de spectres que d'images, et que la bonne science, en fait, si je puis dire, et la bonne connaissance se fait plutôt avec des spectres comme ça, qui permettent de détecter effectivement la présence d'éléments chimiques, peut-être de la vie aussi autour des planètes qui sont autour des étoiles qu'on observe. Et donc là, cette absorption, c'est bien connu parce que je pense que vous avez assisté à des conférences ici, peut-être, avec Jean-Louis Lauvergne, d'autres, qui vous ont montré des images infrarouges de Jupiter. Souvent, ils les font dans ces bandes-là, très noires. Jupiter est très sombre et on voit des choses très particulières sur Jupiter. Par exemple, on voit ça. On voit ici une coupe pareille. C'est très facile, hein. On dépointe avec le télescope légèrement le globe. On se met avec la fente qui coupe cette fois-ci le pôle de Jupiter ici. Et l'idée, c'est de voir l'arc polaire, en fait, c'est-à-dire une région qui est au pôle, qui est particulière. Alors l'image est inversée, mais
on a cette coupe qui est ici et on voit, alors il y a une inversion au bas, mais ici il y a une surbrillance parce que vous la voyez quand vous êtes un peu proche, ici, par rapport au reste. On voit des bandes de Jupiter aussi ici, spectrales, donc une section encore une fois, et quand on fait le rapport entre ce qui se trouve ici et ce que se trouve sur l'arc, plutôt l'arc par rapport à ce qui se trouve ici, on va observer une courbe comme celle-là. C'est l'émission du méthane, mais l'émission du méthane dans les arcs polaires. Vous voyez ça, on le voit en photographie, parce que quand on fait des images infrarouges de Jupiter, mais on peut le détailler en spectrographie, et on peut même avoir une section, et on peut le quantifier si vous voulez. Et en particulier, il y a ces zones-là, vous voyez, cette espèce de structure ici, qui sont réelles, hein, d'accord, et qui disent beaucoup sur la nature du phénomène, une sorte d'aurore si vous voulez sur Jupiter, mais pas vraiment le phénomène d'aurore. Sachez qu'on peut travailler sur des systèmes externes du système solaire, Saturne, Titan, Uranus, Neptune, tout ça c'est l'infrarouge, encore une fois. Et on voit ici en particulier que les planètes, en particulier Uranus et Neptune, sont très très sombres. Regardez la différence entre ce qui se passe dans le visible ici, dans le rouge, par rapport à ce qu'il y a ici. Il y a un facteur 10, même plus que 10. Et c'est du charbon en fait, hein, tout simplement. Et ça c'est révélé aussi par la spectro. Et puis on peut faire des étoiles aussi de l'infrarouge avec des signatures spectrales très particulières. Donc ils vont vous donner une autre vision et qui vous montre aussi la diversité des spectres qu'on peut obtenir entre les étoiles et les planètes par exemple, mais aussi entre les étoiles entre elles bien entendu. On peut même faire de l'extrême ici. Ici on est à, alors ça c'est peut-être un petit peu pour les spécialistes, mais on est à 10 microns 938 sur cette raie-là, c'est une raie de l'hydrogène. 10 microns, cette 938 c'est 1,1 micron quasiment. C'est quand même un exploit et assez intéressant techniquement de penser que nos caméras CMOS, comme ici, sont extrêmement sensibles enfin, elles ont une sensibilité, je dirais. Je ne dirais pas qu'elles sont sensibles parce que le rendement est quand même de moins d'1% en fait. Mais quand même, on peut, en poussant un peu les curseurs, observer le rayonnement infrarouge, pas thermique, on n'est pas sur le James Webb télescope, d'accord, hein, on n'est pas là, mais quand même on arrive à faire des choses assez intéressantes ici. Et c'est quand même, il y a de l'astrophysique si vous voulez, ou des choses marrantes à voir, en particulier sur les planètes. Ici c'est une étoile carbonée très rouge et qui a une signature particulière aussi. Petit moteur qui dure 50 ans minimum. Et de prendre mon portable à distance via pour l'essai d'études. Si vous voulez pas le faire vous-même, quelques pièces et vous obtenez ce micromètre. Et tous les astronomes savent que quand vous avez deux petits trous dans le spectre, c'est du calcium, et que ce calcium, la distance entre les deux petits trous permet de savoir que c'est vraiment lui. Or, si une étoile se rapproche de vous, Anne-Marie Lagrange a envoyé un email en disant « Ceci n'est pas un modèle ». Les observations étaient tellement parfaites qu'on avait l'impression de voir limite une vue d'artiste. Celle-là est splendide aussi, c'est une étoile en train de se former. Ce truc-là, tous les gens disent que ça ressemble à un yo-yo, mais on voit vraiment un disque où vont se former des planètes. Il faut se dire que là, on est en train de voir ce qui s'est passé il y a plus de 4,5 milliards d'années dans le système solaire. L'optique qui va servir à réaliser une image. Ici, vous avez une lentille cylindrique juste avant. Donc ça, c'est quelque chose d'assez avantageux. La matière qu'on utilise, c'est du PETG noir opaque, hein, c'est une vraie matière plastique. Hein. Un réducteur de focale pour ramener la focale à quelque chose de proche de 5. Un LP, une ATIC 414 pour la caméra spectrale, une ATIC 314 pour l'autoguidage parce qu'on voulait avoir un capteur assez... Mon but de ma présentation, c'est de vous démystifier tout ça pour vous faire voir qu'en spectro, on fait des choses fabuleuses et que c'est pas forcément, à la limite, c'est même plus facile de faire un spectre que de faire une belle image. Voilà, un tout petit peu de technique, sachant que StarX, il y a deux versions, en gros, deux grosses versions, une version dite haute résolution, une section dite basse résolution ici. Je ne vais pas détailler, mais le schéma optique est extrêmement classique avec une fente, un collimateur, un réseau, un objectif qui forme le spectre dans le détecteur. C'est du classique, je dirais. Ce qui va distinguer les deux versions, c'est le réseau, avec sa dispersion, son pouvoir dispersif de la lumière, et en même temps les objectifs comme ici avec leur focale. Voilà, c'est ça qui va distinguer.
Et du coup, en fonction du choix que l'on fait, on va observer des objets plutôt faibles ou des objets plutôt brillants, mais brillants avec une autre résolution. On va avoir le beurre et l'argent du beurre, hein, d'accord? Ce sera l'un ou l'autre, hein, d'accord? Voilà. Et donc Sheiliac, et ça a été déjà présenté plusieurs fois, propose aujourd'hui plusieurs kits qui sont le kit solaire, qui n'a pas changé en parenthèse depuis l'origine du projet. Le projet Solex, a à peu près 2 ans d'âge, un peu moins. Et on a toujours les mêmes composants. Donc si vous avez déjà investi dans un Solex, il n'y a rien à faire. C'est toujours le bon, il est toujours d'actualité, il est toujours top. Vous pouvez quand même le transformer en spectro haute résolution ici avec un petit kit additionnel, avec la fameuse fente que j'ai montré au début. Vous pouvez travailler avec en haute résolution en achetant un kit complet ou en basse résolution en achetant un kit complet ici aussi. Ou même travailler, comme je l'ai expliqué un peu longuement, dans l'infrarouge en mettant un kit supplémentaire, mais qui est on passe très facilement de l'un à l'autre avec un filtre d'ordre qu'on appelle un objectif qui est optimisé pour l'infrarouge. Tout a été optimisé en fait récemment, réoptimisé si vous voulez, pour travailler correctement avec Starex, avoir un spectro de qualité quand même, malgré le prix, avoir un spectro de qualité. Et vous voyez ici, vous avez ici l'ancienne version de ce système-là, où l'objectif en fait qui est ici était le même pour le collimateur, pour la caméra. Aujourd'hui, on a éclaté un petit peu la chose, et on se retrouve avec un objectif spécifique pour le collimateur, mais qui est l'ancien en fait. Donc on ne change rien cette partie-là. Si c'est déjà réglé, vous n'avez rien à faire en fait, tout marche directement. Et puis simplement on a optimisé la partie qui est ici, objectif de caméra, avec 2 versions, une version pour le visible et une version pour l'infrarouge. Vous avez compris l'intérêt. Et donc on peut arriver comme cela un peu à jongler avec les versions et avec une qualité intéressante. Les épaisseurs sont un peu différentes, donc on ne mélange pas les éléments lorsqu'on les a sur une table. C'est souvent une angoisse. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait avec tous les paquets, etc. Mais c'est très facile de s'y retrouver. Et alors, ce que ça va donner, c'est un spectre un peu plus net aujourd'hui dans la nouvelle version, qui va du bleu au rouge. Je n'entre pas trop dans les détails ici, mais c'est un peu le Graal de la spectro. C'est focaliser à la fois le bleu, le vert et le rouge sur le détecteur de la même manière. C'est jamais facile en fait, surtout avec ce type de configuration. Il est clair qu'avec un spectrographe, ici on est dans le proche UV, la limite de Starex c'est plutôt 3750. Si on veut aller plus loin, il faut utiliser des optiques non réfractives, des optiques à miroir. Et là, il faut se rabattre sur UVX, UVX4 à l'occurrence. Il y a des auteurs d'UVX4 dans la salle. Et donc, je vous recommande d'aller voir ça parce que là, vous allez explorer un domaine qui va nettement plus loin ici et qui va vous donner d'autres informations sur les étoiles. Alors attention quand même, il faut un très bon télescope pour pouvoir exploiter l'UV ou le bleu, comme ici. Avec une lunette, on a du chromatisme, c'est-à-dire qu'on a un effet de la lunette qui défocalise les rayons lumineux malheureusement et qui font une espèce d'éventail comme cela et à l'entrée sur l'image. Et donc du coup, on ne valorise pas du tout la qualité d'optimisation, que ce soit un Starex ou que ce soit un UVEX. Donc il faut utiliser des télescopes. Ici c'est un petit Maksutov de 127 mm, pas cher, donc ça marche très bien. Et alors derrière, ça donne des spectres un peu comme ça. Un peu l'idée ici, quand j'ai voulu optimiser, et c'est le nouveau kit, Starex, c'était d'avoir une qualité au moins aussi bonne qu'un LP600. Peut-être que certaines personnes connaissent l'LP600 ici. On est en basse résolution, c'est uniquement cette résolution-là d'ailleurs qui est concernée par cette nouveauté. Et donc on a à peu près ça avec cette fameuse limite autour de 3750. On est même un peu mieux que peut-être qu'un LP, mais bon, on est dans le même mouvance, je dirais en gros. Voilà. Sachez qu'un effort a été fait au niveau du logiciel pour traiter les données. Aujourd'hui, il y a un travail qui est fait. Vous connaissez peut-être, si vous avez déjà utilisé un Solex, vous savez qu'un élément clé de Solex, c'est le logiciel qui traite les données scannées pour pouvoir construire une image complète du disque. Et c'est capital. Il y a donc du matériel hardware, physique, mais il y a aussi du logiciel derrière. Il faut que ce logiciel soit facile à utiliser, très rapide. Vraiment pas de prise de tête. Et pour la spectroscopie stellaire, c'est souvent un peu délicat. On vous dit, ouais, mais c'est très compliqué, j'y arriverai pas, il y a des maths et tout ça, donc, etc. En fait, non, en fait, on peut arriver, malgré tout, en faisant un petit effort, à obtenir un logiciel comme ici SpecInti, donc je parle en ce moment, et qui vous permet de réaliser des opérations sur les spectres qui sont assez faciles parce que on est sur un mode de commande, en fait, qui décrit votre instrumentation. Une fois que c'est fait, en fait, ben c'est fini, votre instrumentation, c'est comme le diamètre du télescope, il ne change jamais tous les jours, quoi. Enfin, il est toujours stable, quoi, si vous voulez. Et donc c'est pareil, les paramètres ne changent pas, donc du coup, vous faites une observation toute une nuit,
vous appuyez sur un petit bouton et ça vous donne automatiquement tous les spectres de la nuit que vous avez fait sans réfléchir presque, et ça sort au kilomètre, et donc c'est plutôt sympathique. Donc il y a un effort qui est fait là-dessus, vous affolez pas trop, il y a de la doc aussi, bon il y a un petit peu d'apprentissage, il faut lire 2 ou 3 trucs, mais ça reste quand même assez facile. Sachez qu'on peut travailler avec des calibrations simplifiées aujourd'hui, ce que j'appelle la spectro 2.0, on essaie de pas trop s'embêter avec des gros écrans qu'on met devant le spectro, devant les lampes de calibration, on essaie de simplifier cette partie-là. La tendance quand même pour moi, mais c'est un avis personnel, c'est de travailler avec des fibres optiques par exemple, ou des lampes qu'on met devant le télescope, qui injectent par l'entrée du télescope en fait l'information utile pour étalonner nos spectres, c'est-à-dire en gros faire une règle. Vous savez, quand vous mesurez une distance entre 2 points, il faut une règle pour mesurer la distance, et bien cette règle c'est des lampes spectrales de référence qui peuvent être très simples et qu'on utilise ici et qu'on amène avec des fibres. Alors les fibres ici, c'est des fibres en plastique, celles qu'on utilise pour éclairer les plafonds dans la maçonnerie, hein. Donc ça vous donne des trucs qui coûtent 0,2 centimes les 10 mètres, quoi. Voilà, donc c'est vraiment pas cher, ça se coupe au ciseau. Donc on est vraiment sur un truc, bon, on est toujours dans l'économie, quoi. Et puis pour faire les flat field, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est souvent une angoisse, même en photographie. On les fait sur table aujourd'hui et on arrive avec une simple lampe Maglite par exemple à faire des trucs sympas. Voilà, donc c'est un peu l'astronomie pas prise de tête, avec ici une lampe néon qu'on achète à 2 €, qu'on met devant l'ouverture du télescope et qui vous fait un point de calibration et qui donne des résultats assez précis. Donc on est sur une pièce fabriquée en 3D, en impression 3D, bon, facile. Il faut la fabriquer comme vous voulez en fait, et ça donne des résultats. Donc voilà, ça c'est une nouvelle approche cool, je dirais cool, de la spectrographie. Et on peut même travailler avec des télescopes modernes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on sait faire des télescopes qui pointent automatiquement le ciel. On peut travailler avec des codeurs sur les axes, des montures Gotu puissantes. Et ici ce que je vous montre, hein, alors ça je ne vous recommande pas, hein, mais on peut faire de la spectro en plein jour. Alors comment on en fait la nuit et le jour, vous ne dormez plus, quoi, si vous voulez. Donc c'est un peu épuisant. Donc, mais malgré tout, c'est intéressant. Alors, ce ne sera pas de la haute spectro, mais ici, il fait jour vraiment, hein. On voit le fond de ciel et une étoile ici, en l'occurrence, c'est Arcturus. Et on peut en sortir le spectre aussi en haute résolution avec un spectro HR, un télescope Newton de 154 mm. Il suffit de pointer, et c'est des montures qui permettent de pointer en plein jour. C'est cool, quoi. Et on ne voit rien à l'œil nu, hein, bien entendu, mais c'est ça qui est magique aussi, et je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Et puis on peut même faire bêta Lyre, l'étoile Chéliac aussi en plein jour. C'est intéressant parce que c'est évidemment pas de la performance, mais pour montrer ça dans une école, par exemple dans un club en plein jour, vous pouvez dire oh, je vois les étoiles, regardez, je vous le démontre, paf, vous pointez votre télescope, les mecs ils sont scotchés, quoi, hein, d'accord, et puis vous faites un spectre en plus, alors là c'est l'extase, quoi, d'accord, voilà. Donc ça c'est pas mal. Retenez quand même ce truc-là, c'est la spectro. Pour beaucoup, vous l'avez peut-être compris tout à l'heure, mais je ne l'ai pas trop dit, mais ça se passe beaucoup en plein jour, dans les réglages, dans la calibration, et voire dans l'observation, comme je le montre là. Et sachez qu'on peut travailler avec donc, des petits télescopes, je l'ai déjà cité ici, une petite lunette de 65 mm qui fait des très beaux spectres avec des résolutions de 40 000. 40 000, c'est le standard professionnel sur les gros télescopes professionnels, d'accord, je le rappelle, hein, d'accord, voilà. Mais c'est Vega, c'est brillant bien sûr, mais voilà, ça donne ça. Mais on peut faire des objets beaucoup plus faibles, Pessini, avec un profil très connu, des étoiles éruptives, toujours avec une petite lunette de 65 mm, hein, je le rappelle, hein, d'accord. Ouais. Une lunette de 100 mm, c'est celle qui donnait le queue de poisson, vous savez tout à l'heure qu'on a vu, qui n'était pas très bonne dans le bleu, dans l'UV, mais qui est dans le rouge en fait, devient très bonne. Et cette lunette-là, en fait, donne effectivement ce genre de résultat, je vous montre ici, avec Starex au foyer. Et on voit la double Mizar. Il y a 2 jours entre chaque spectre. Ça aussi, c'est une caractéristique de la spectro. Le ciel est immuable en photographie, souvent. De temps en temps, il y a une étoile variable, une nova qui apparaît. Le Jupiter se déplace. Mais en spectro, de jour en jour, surtout quand vous zoomez un petit peu sur les étoiles, hein, au niveau du spectre, vous allez voir des choses qui changent tous les jours, effectivement, très vite, parfois d'heure en heure. Ça, c'est fascinant. Hein, voilà. Et un exemple ici, on est revenu sur le Soleil à gauche, à droite, pardon, ici. C'est l'image du calcium faite avec un Solex, et on voit des taches ici, mais ces taches-là, en fait, on les voit aussi sur les étoiles. On le voit ici sur 2 étoiles, par exemple ici, avec une espèce d'émission qui se trouve au milieu des raies du calcium ici. Ce sont les raies sombres qu'on voit, un peu larges, et il y a des émissions dessus. C'est fascinant cette image parce que avec le même instrument, vous faites le Soleil dans le calcium, avec le détail sur la tache, sur le disque, et en même temps, vous payez le luxe de voir les mêmes objets, la même chose sur les étoiles,
à distance. Le disque est plus résolu, bien sûr, mais vous voyez l'intégrale, la somme de tout ça. Mais vous voyez, et vous voyez l'étoile tourner aussi, etc., etc. Vous voyez, donc ça, c'est pas mal aussi. Et ça, c'est fait avec un truc en plastique, finalement le même instrument. Vous avez le passage de Solex à Starex. Et on peut travailler sur des tout petits télescopes. Celui-là, il est marrant parce que je l'ai acheté lors des dernières RCE, ici, sur un stand. 4 jours après, je faisais un spectre avec cet instrument. C'est un petit Maxutov Acuter qui coûte moins de 100 €, quoi. Et avec ça, on fait des spectres géniaux. Hein, parce que c'est très achromatique, c'est bonne ouverture, c'est petit, vous vous rappelez de la petitesse. Et on observe des spectres à ma foi fort résolus, d'étoiles, et même carrément des choses, genre des étoiles BE, par exemple Cépléon qui se trouve dans les Pléiades, Alcyone qui se trouve aussi dans les Pléiades, et on voit un petit pic ici, pour ce qui s'en proche, c'est le rouge ici c'est le bleu, et on voit les raies de Balmer, c'est les fameuses peignes de raies, mais de temps en temps il y en a une en émission, c'est la signature d'une étoile BE, une étoile avec un disque qui tourne autour et qui est illuminé par l'étoile, ou en tout cas qui est excité par l'étoile. Voilà, ça, j'ai un peu hésité à vous le montrer, mais je vous le montre ici. C'est ultra faible, ultra difficile, c'est l'astro extrême. Alors, je m'explique. On est ici sur un objet qui est un quasar. Mais, alors, vous voyez son nom ici, il n'est pas très sympathique. Hein, c'est plutôt les coordonnées célestes qu'on a ici. Ce qui est intéressant, c'est de voir le Z, en fait, c'est-à-dire la distance, le redshift de l'objet ici. On est à 4,4, on est un peu plus de 10 milliards d'années-lumière de la Terre, d'accord, hein, donc on est vraiment dans l'univers jeune, je dirais, hein, d'accord. Et donc du coup, alors l'autre truc qui est intéressant, c'est la magnitude. Magnitude 19, hein, ça commence à être un peu chaud, et on est en ville, avec un ciel de magnitude 3, d'accord, voilà. Et donc c'est un peu pointu, et alors regardez, vous avez ici un spectre d'une nova qui était dans le ciel au jour où j'ai observé cet objet. Alors c'est des postes de 40 secondes à accumuler. On fait du stacking, vous savez, comme en photographie. Hein. On accumule, on a le droit de faire ça. Hein. En fait, on retrouve la même technique en photographie, en spectro. Hein. Il n'y a pas trop de surprises. Et en fait, on a un beau spectre avec la raie H-alpha en émission ici, H-bêta ici. C'est typique des novas, des étoiles qui explosent. On a ces émissions, en fait, dans des couleurs particulières. L'hydrogène. Et en bas, vous avez ici le spectre du champ de notre quasar ici. Alors quand on regarde ça, on est un peu désespéré, hein, parce que qu'est-ce qu'on voit? Rien en fait. On voit uniquement la pollution lumineuse. Vous vous rappelez tout à fait au début, je vous ai montré la forme de la pollution lumineuse. On avait le sodium ici dans le jaune, ici, une espèce de creux. La remontée des LED, vous vous souvenez, les LED hein, qui étaient dans le bleu ici. Là on est dans le jaune, ici on est dans le bleu, ici on est dans le rouge. Et on voit cette émission-là. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est un spectre de la pollution lumineuse à Antibes, dans le sud de la France, avec ce ciel de magnitude 3. Et on essaie de choper un quasar de magnitude 19 qui se trouve à l'autre bout de l'univers. Et on est avec un télescope de 200 mm ici, qui n'est pas très gros, d'accord, voilà. Donc classique, un Skywatcher pas cher. Eh bien, quand on enlève le fond de ciel en vérité, et ça c'est un des secrets, je suis passé très vite tout à l'heure, mais on peut facilement enlever le fond de ciel des images par des opérations de soustraction. On sait que le quasar est par là, on enlève ce qui est au-dessus, au-dessous, et on arrive à éliminer en fait le ciel comme ça. C'est une des façons de se retirer de la pollution. Et quand on fait ça, on s'aperçoit, alors il faut être prêt, il faut être attentif. Ça c'est ça qui est génial aussi, c'est l'astro, c'est ça. L'astro extrême, c'est d'aller voir les détails. On voit ici qu'il y a un petit trait ici, vous voyez, une petite structure ici qui apparaît là, qui n'apparaît pas ailleurs ici. Dans ce trait-là, en fait, on le retrouve dans une image du spectre de cet objet-là, qui est fait avec un télescope de 4 mètres de diamètre, avec une espèce de remontée qu'on voit ici. Dans le rouge, on est à 6500 ici, la raie H-alpha est à peu près par là, en fait, c'est au niveau de la raie rouge de la raie H-alpha. Et dans ce rouge, en fait, cette remontée, en fait, c'est une image d'une raie qui se trouve normalement dans l'ultraviolet, à 1215 à 1916 angstrom. Dans l'ultraviolet, c'est la raie Lyman alpha, et à cause du effet Doppler, eh ben, cette raie, parce que la vitesse s'éloigne, l'objet s'éloigne très vite, il y a un décalage Doppler, elle est revenue dans la partie visible, même la partie visible rouge même. En parenthèse, c'est la justification du James Webb télescope, hein. C'est d'observer l'infrarouge pour observer ce genre de phénomène. Bon là, on est un peu plus modeste, on est à des Z de 4, mais enfin c'est quand même pas mal 4, hein, d'accord. Encore une fois, je vous donne la distance. Et donc on peut arriver à choper cette émission ici qu'on voit là, ben, c'est ce qu'on voit ici. Donc c'est quand même assez cool de voir qu'avec un petit télescope, magnitude 19 en ville, hein, on y arrive. Alors là où c'est challenging, c'est que l'objet est ici. En fait, ça c'est l'image du champ fait par le DSS, le Digital Sky Survey, un surveil professionnel très puissant.
Et ici, on a l'image du champ qui est fait depuis Antibes avec notre petit télescope. Ici, c'est la caméra de guidage qui se trouve ici et qui a saisi cette image-là. C'est une pause d'1 minute et on ne voit rien. On ne voit absolument rien parce que c'est magnitude 19. La pollution est extrêmement importante et donc on ne voit absolument rien. Et en fait, on pointe au jugé, là où on pense que l'objet se trouve, et on pointe pendant 3 heures ici. Et pendant 3 heures, on est au jugé, au pif, un peu de courage, un peu de challenge, ça c'est sympa, et on arrive à choper un quasar donc à plus de 10 milliards d'années-lumière comme ça. Et puis on peut arriver ici à attraper par exemple quelque chose de beaucoup plus proche, mais qui est sympa aussi, un peu inattendu en fait, hein. C'est Mercure, vous savez la planète Mercure, la plus proche du Soleil, hein, quand on va dans l'ordre des planètes. Et là, en fait, on va attraper non pas le spectre de Mercure, mais on va, enfin c'est un peu discret ici, puis il y a une image parasite qui gêne un peu, mais on met la fente du spectrographe, donc l'endroit où on analyse la lumière, si vous voulez, hein, eh bien en dehors de la planète, un peu en avant. Et quand on fait ça, on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'émission. En fait, c'est ce qu'on voit ici, en fait, cette espèce de surcroissance ici. En fait, il y a 2 raies, c'est le doublé du sodium, le fameux doublé jaune du sodium, pour ceux qui connaissent un peu la chimie, un peu plus la spectro, mais c'est la même chose qu'on voit dans l'éclairage urbain jaune des villes. Eh bien, on voit ici, en fait, 2 émissions. Et ça qu'on voit là, c'est l'atmosphère de Mercure. C'est surprenant parce que Mercure, on pense que c'est inerte et tout machin. En fait, il y a une atmosphère, enfin tout ce qui s'échappe de Mercure. Et d'ailleurs, il y a une mission Bepi Colombo que je connais un peu parce que j'ai travaillé sur le spectrographe qui se trouve à l'intérieur, le spectrographe ultraviolet, quand j'étais à l'époque au CNES, à l'occurrence. Eh bien, je crois qu'il y a eu une exposé ici pendant les RCE. Eh bien, on peut arriver avec notre petit télescope et notre petit spectrographe à choper l'atmosphère qui est émise par Mercure, par 2 raies ici. Alors, il y a d'autres raies, vous voyez, ça continue ici. En fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez là 2 choses. L'émission qui est très loin, qui est au niveau de Mercure, mais aussi on voit l'émission qui est dans notre atmosphère à nous. Ce sont des raies qui sont émises par la haute atmosphère, j'en ai parlé un petit peu tout à fait au début, et qui sont toujours présentes et qui créent un système, donc ils se mélangent. Si on est attentif, on voit qu'il y a un petit décalage entre les deux, et ce décalage, c'est la vitesse de Mercure qui s'approche de nous. C'est plus un redshift, c'est un blue shift. L'étoile s'approche de nous. Si on met la fente de l'autre côté de Mercure, il n'y a plus rien. Donc c'est très, très aligné en fait. Et puis de l'autre côté, on a ici, j'ai plus de piles, ou alors il y a un truc. Ouais, vous voyez les LED, c'est pas très économique parce que ça m'a bouffé les piles de ma machine. Bon, enfin bref, on a ici donc devant une image un peu plus en avant. On peut voir que l'atmosphère s'étale en fait, elle fait un arc. On peut faire des images avec ça d'ailleurs. Il y a de la bonne manip à faire qui n'est pas très compliquée avec ça. Io est aussi un objet qui, avec son volcanisme, moi je trouve ça fascinant. Hein. On voit des volcans d'Io en fait, c'est-à-dire il y a des volcans sur Io, ces volcans créent une atmosphère ou créent une éjection qui s'évapore le long de l'orbite de l'objet, du satellite de Jupiter, et on peut attraper avec notre spectrographe, mais ce n'est pas propre à un StarX. Hein. Plein de spectrographes comme UVEX, comme ALPI, etc. vont pouvoir le faire, mais on va choper une émission ici qu'on voit en bas, et qui est celle du sodium aussi, qui est caractéristique de cette émission. On voit aussi des raies ici que je n'ai pas identifiées. Intéressant. C'est pas dans la document, c'est pas dans la publication professionnelle. Ah, il y a un truc à creuser. Ça aussi les spectros, il y a des surprises des fois. Et il faut creuser. Voilà. On peut faire des comètes. Une comète qui bouge, c'est très marrant à faire. On la met dans la fente, toujours le même jeu en fait. C'est facile, hein. On a une fente, on met le truc dedans et on fait le pause. Et on suit la comète éventuellement. Et on a un spectre de comète ici avec des radicaux de molécules qui sont dans la comète. C'est assez facile. Voilà. On peut faire même des trucs assez marrants comme ça. Ouais, j'aime bien cet objet-là. Il est peu connu, hein, mais quand même, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est CW Léo. Alors Léo comme lion. Il se trouve dans la constellation du lion. C'est une étoile de magnitude 11, très discrète ici sur le DSS. Ici, vous l'avez dans la fente du spectro StarX. Ici, il y a 2 largeurs. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a une technique ici avec 2 fentes de 2 largeurs. C'est pour ça qu'il y a un truc étroit et un truc plus épais, mais je n'entre pas dans les détails de ça. Ce qu'il faut retenir, c'est la partie fine ici. Et on a l'étoile qui est là, elle est très discrète, elle est pointable malgré tout, on est toujours en ville, hein, d'accord, à cet endroit-là. Mais ce qui est génial, c'est que
petites étoiles en fait sont observées à 2 microns 4 de longueur d'onde. Dans l'infrarouge, pas très loin d'ailleurs dans l'infrarouge, mais dans l'infrarouge, ce serait l'objet le plus brillant du ciel. Plus brillant que Vega, bien entendu, et plus brillant que toutes les étoiles du ciel. Donc en fait, cet objet discret que je trouve dans le Lion, en fait, c'est une étoile infrarouge extraordinaire. Et ce qui m'a toujours fasciné parce qu'elle est extrêmement faible, et alors qu'elle est extrêmement brillante en vérité. Quand le James Webb va la pointer, vous allez voir, ça va cramer les détecteurs. Hein, ça, le mec, il va pas savoir où il est, quoi, le télescope. Hein. Voilà, donc, et en fait, en posant avec un spectro, ici, version infrarouge de StarX, on peut commencer à voir ici on est à 9500 Angstrom, ici à 1 micron, ici, on voit là, le début de la montée, on ne voit que le début bien sûr, mais c'est fascinant quand même de voir ça, alors que c'est très discret dans le ciel, on ne comprend pas ce que c'est, une étoile anonyme. On peut faire des nébuleuses dans les galaxies, hein, un peu comme celle que j'ai montrée au début, des nébuleuses planétaires, c'est tout à fait possible. On peut aussi faire des coupes dans des sections en fait. J'aime bien ça, ce genre d'image, parce qu'on a l'objet, c'est une nébuleuse, c'est la nébuleuse du Crabe, Messier 1 dans le Taureau, et on voit l'explosion de cette nova en fait, cette supernova plutôt, qui s'étend en fait. On le sait parce que quand on fait la coupe avec le spectrographe et qu'on regarde ce qui se passe ici, toujours avec un StarX, on voit que les raies en fait se dédoublent, forment une espèce d'arc comme ça, vous voyez, bizarre, avec du grumeau en plus. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est cet écartement. C'est simplement la vitesse des gaz qui s'approchent ou qui s'éloignent. Et on voit l'explosion en vérité avec des vitesses de 1300 km par seconde ici. Ça vous donne l'âge de la nébuleuse, évidemment. L'effet Doppler, c'est la magie de la spectro. L'effet Doppler, c'est ce qui vous permet de voir ce qui bouge dans le ciel. Quand vous faites une photo, tout est statique, rien ne bouge. Mais quand vous faites de la spectro, tout de suite, grâce à cet effet-là, qui est assez facile, c'est une règle de 3, hein, il n'y a rien de scientifique, de très compliqué là-dedans, en application, et bien vous voyez les objets qui se déplacent en réalité radialement dans votre axe, hein, bien entendu. Et on voit ici un détail avec un très très fin ici. Il faut parfois aller chercher très loin les choses, mais ce très très fin, c'est le spectre du pulsar qui se trouve à l'intérieur de Messier 1 avec des raies à l'émission, des petits grumeaux, etc. Voilà. Pour finir, je vous montre ici une galaxie. C'est une galaxie assez brillante, une GC 7331. On fait toujours pareil, une coupe. Ici, c'est l'image StarX dans le champ d'observation en basse résolution. On voit des raies en fait très fines. Et on voit ici en particulier, entre le haut et le bas, que la raie d'hydrogène qui est ici, en fait, en émission, parce qu'on voit les nébuleuses en fait, qui sont produites dans les bras de la galaxie, en fait, et bien c'est de la lumière donc, qui est produite par ces nébuleuses-là. On voit qu'il y a un petit décrochement en fait entre les deux, entre le haut et le bas, et le haut et le bas, ça nous donne la vitesse de rotation de la galaxie, toujours pareil, c'est l'effet Doppler, il y a un bras qui s'approche, un bras qui s'éloigne, et on vous mesurez l'écart, et vous savez que cet écart est de l'ordre de 270 km par seconde ici, en traduisant les pixels en fait à des longueurs d'onde, et les longueurs d'onde en plus on passe en vitesse, c'est la fameuse règle de 3 dont j'ai parlé, c'est la formule Doppler. Ce qui est amusant, c'est de voir que ce décalage, il existe, mais après il devient constant, vous voyez, ça fait un trait droit, alors c'est pas très normal parce qu'on se dit mais en fonction de la distance au noyau, ça devrait tourner à une vitesse différente. Hein. On imagine que les parties extérieures tournent plus vite. Bizarre quand même. Hein. Et c'est tellement bizarre que ça a été un mystère. Et aujourd'hui, on explique cette anomalie, et c'est très important, en disant c'est la matière noire. Et en fait, la fameuse matière noire que vous entendez parler souvent dans la littérature scientifique, astronomique, eh bien, ça vient de là en fait. C'est par cette observation-là, pas la mienne, hein. Dommage, j'aurais pris Nobel, mais c'est pas moi. Mais non, enfin, vous pouvez le reproduire chez vous. Ces anomalies de vitesse, en fait, ne s'expliquent que par des anomalies de masse dans la galaxie qu'on ne mesure pas par le nombre d'étoiles, mais par une matière qui fait 90% ou quelque chose comme ça de la masse totale de la galaxie qu'on ne voit pas et qui explique ça. C'est marrant de faire ça dans son jardin quand même et de retrouver la matière noire depuis son jardin, c'est assez sympa aussi. Quand on sait l'interpréter, mais ça c'est la partie un peu astrophysique. Sachez quand même qu'il y a des ressources, hein. Si vous voulez faire de la spectro, vous avez évidemment le site Solex, StarX, vous avez l'adresse ici, vous la connaissez peut-être, qui vous permet effectivement d'aller trouver beaucoup d'informations. Et dans ce site même, vous allez trouver les plans pour construire ces appareils, des vidéos aussi pour pouvoir vous aider à les construire. Vous allez trouver aussi des pages annexes qui vous donnent des liens sur des listes, des forums aussi, sur lesquels vous pouvez aller. Je vous recommande d'y aller parce qu'il y a une communauté très sympa, que vous soyez jeune ou moins jeune, c'est très génial et puis ça se communique vachement bien et c'est très sympa, très convivial. Vous avez aussi la chaîne Astrospectro pour laquelle je fais cette vidéo actuellement et qui vous permet de voir pas mal de vidéos sur le montage de
de Starex, de Solex en usage. Et donc, voilà, donc vous avez tas de choses comme ça. Sachez que, donc, ça a été dit plusieurs fois, mais Sheliac est partenaire à la société Sheliac de l'opération Solex et Starex. Il fournit donc les kits. Vous pouvez en trouver sur le stand actuellement Sheliac. D'ailleurs, un prix avantageux, je crois, pour le salon. Et vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas féru d'impression 3D, vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez trouver des sociétés qui vont vous fabriquer pour vous, en fait, le kit mécanique, cette fois-ci, pour vraiment pas cher. Par exemple, Azure 3D Print, ici, qui se trouve dans le sud de la France, pas très loin de chez moi d'ailleurs, c'est une coïncidence, mais qui vous fabrique des trucs vraiment très sympas, qui est d'ailleurs livré au Japon, etc. Enfin, c'est dingue. Aux États-Unis, même, ils ont même livré des kits aux États-Unis, pour vous dire, quoi. Donc, c'est absolument affolant, mais c'est vachement bien. Vive nous, quoi. Vive la France, vive l'Europe aussi, parce que voilà. Et donc, ça se diffuse. Donc, c'est plutôt sympathique. Staros, Olivier, qui a fait un exposé avant moi, a montré un petit peu de quoi il s'agissait. C'est vraiment une initiative intéressante, assez originale en vérité. L'idée, c'est que quand on fait un spectre, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas à qui le montrer, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il n'y a pas sa qualité. Eh bien, l'idée de Staros, c'est une base de données, ou plutôt un groupement d'informations qui sont liées à des objets, mais un seul objet. Pas 50 objets, hein, d'accord? Un seul objet par campagne d'observation et sur une durée limitée. Donc on dit aux gens, allez-y, observez cet objet-là, on met tout ça dans un pot commun et on discute de ce qu'on a vu. Et on discute des conclusions qu'on peut en tirer. On discute aussi de la science qu'on peut en faire. On discute aussi des défauts qu'il y a dans tel spectre par rapport à tel autre, etc. etc. Donc c'est une démarche assez originale en astronomie et qui est puissante en vérité parce que ce sera un vrai moyen d'intercomparer les instruments, les observateurs, de créer des synergies, effectivement, densifier les observations, de faire des observations comme, disons, des étoiles doubles, par exemple, qui tournent très vite, faire des télescopes virtuels en mélangeant les spectres de 50 observateurs qui ont des télescopes gros comme ça. Quand on mélange, ça fait un télescope comme ça. Moi, je trouve ça assez génial. On fera le meilleur spectro et le meilleur télescope du monde, en fait, avec nous, en s'associant. Donc c'est ça un petit peu l'initiative Staros. Et donc c'est un devenir, ça va être public, ça l'est quasiment maintenant. Quand je vous le montre, il y a même l'adresse. Mais voilà, c'est quelque chose de très neuf et très important. Alors pour finir, pratiquer l'astro, c'est quoi faire, en fait? C'est pas nécessairement faire de la science. On peut en faire, mais c'est pas nécessairement faire de la science. La science fait peur, en fait. Moi, je suis pas scientifique, je fais de l'astronomie, c'est pour m'amuser, c'est mon loisir. C'est pas mon métier du tout. Alors, ne pensez pas qu'on fait de la science en spectro. On fait autre chose en vérité, mais on peut aussi un petit peu en faire à l'autre niveau, bien entendu. Ça peut être une motivation, hein. Mais on ne va pas aussi se compliquer la vie parce que ça reste des observations faciles à faire avec des petits télescopes, je l'ai montré plusieurs fois, et les méthodes d'observation sont extrêmement simples. Et puis, on peut pas de maths, hein. Vous savez, les maths que je vous ai montrées, c'est une règle de 3 et une division. Bon, on ne va pas dire qu'on soit allé très très loin dans le domaine, donc ça reste assez facile quand même. Et même ça peut permettre d'apprendre pourquoi on fait des règles de 3 et des divisions aux élèves, par exemple. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, on n'a pas besoin d'être astrophysicien, parce qu'il y a du bouquin, mais aussi il y a une entraide, et puis les phénomènes sont quasiment visuels. Alors justement, c'est ça que je veux dire, en fait. C'est qu'on fait de la spectro pour le plaisir d'apprendre et d'observer, bien sûr. C'est une observation qui est particulière, mais c'est une façon d'observer le ciel aussi, sur un jour nouveau, si je puis dire, et qui est tout à fait original. Et on apprend, évidemment, par définition, pour beaucoup de gens, parce que finalement la spectro n'est pas très diffusée dans le domaine amateur, alors qu'elle est énormément dans le milieu professionnel. On comprend pourquoi l'astrophysique. Et puis on peut évidemment avoir le frisson de la découverte. Quand vous sortez un spectre d'un quasar magnitude 19 à Z,4 avec votre télescope, vous dites « j'arrive à faire ça avec mon télescope quand même ». C'est pas de la découverte, c'est pas de la grosse science, mais ça donne du frisson, croyez-moi, et c'est assez sympa. Et parfois il y a des surprises, hein, j'en ai dit un petit mot. C'est aussi faire des challenges, c'est la même chose, hein. Aller se challenger, aller plus loin que ce qu'on n'a jamais fait, c'est pas mal. Et là il y a de la matière, hein, sous le pied en fait, pour se travailler. Et puis on peut assouvir sa curiosité, justement sortir des sentiers battus. Et puis enfin je dirais qu'un spectre c'est beau en fait, c'est beau parce que c'est un beau phénomène de la nature. Le fait que la nature nous offre la spectroscopie avec les niveaux quantiques, etc. Vous voyez, j'en ai pas du tout parlé de tout ça, mais c'est quelque chose qui est assez fabuleux. C'est un cadeau qu'on nous fait pour observer le ciel. Et donc c'est beau en soi parce que ça représente, mais c'est aussi beau parce que ça contient
parce que c'est quand même la sève de l'univers en fait, et de la connaissance qu'on a des étoiles, c'est l'astrophysique. C'est comme ça que qu'on sait que le ciel est en expansion, c'est comme ça qu'on connaît la composition chimique des étoiles, comme ça qu'on sait que le Soleil va mourir dans 4 milliards d'années, ou un peu plus, 5 milliards, et donc etc. etc. Donc c'est la quintessence de l'astronomie qui est là, sous nos yeux, et qui est accessible aux amateurs. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute.